Bonjour à tous, bienvenue. Alors je pense qu'il y en a certains d'entre vous, si vous avez l'habitude de nous suivre, on fait un live chaque mois chez Nil, qui ont plutôt l'habitude de voir, Karim, se présenter à vous et animer ces lives. Exceptionnellement, il sera pas avec nous, mais du coup je le remplace. Je m'appelle Tatiana, je suis la CMO chez Nil. Et parfois, il me nomme, dans les lives parce que c'est moi qui crée les supports et qui vous envoie les petites ressources, après les lives. Donc voilà, comme ça, vous pouvez mettre un visage sur mon prénom. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Juliette. Salut Juliette. Hello Tatiana et bonjour à tous. Vous l'avez peut-être déjà vu, sur des précédents lives. Aujourd'hui, on va parler d'ABM, un gros mot, marketing, un acronyme comme on en a beaucoup, donc Account Based Marketing, ABM. Un sujet qui s'adresse aussi bien au marketing qu'aux sales, bien que le mot marketing soit dans ABM, il y a aussi le mot account, et donc c'est un point, important à souligner sur ce sujet-là. Ce n'est pas que du market. Je vais vous présenter du coup un peu ce qu'on va balayer aujourd'hui. Pour présenter un peu Juliette d'abord. Donc Juliette est ex-top CMO chez Spendesk, qui est une licorne française. Aujourd'hui, on est partenaires, on travaille très souvent ensemble. Est-ce que tu veux dire un mot de plus? Oui, avec plaisir. Écoutez, moi, ça fait en effet plus de 10 ans maintenant que j'évolue dans le marketing, que j'ai connu pas mal d'univers différents, mais aussi beaucoup tout l'univers startup, scale-up, donc des entreprises où il y a des budgets qui ne sont pas toujours énormes, mais des ambitions qui le sont, elles. Donc, c'est justement toute mon approche aujourd'hui en tant que consultante et formatrice en marketing, c'est d'activer les leviers les plus performants. Et pour moi, j'ai une vision qui est que peu importe le budget qu'on a, on peut faire du bon marketing et on peut atteindre les objectifs. Et c'est aujourd'hui aussi, avec l'ABM, le Account-Based Marketing, c'est aussi un levier très intéressant qui, quand on n'a pas forcément des milliers de ressources, avoir cette approche-là peut être justement très performante, très héroïste. Et donc, c'est ça qu'on va pouvoir voir et qu'on va dérouler aujourd'hui avec Tatiana. Ouais, on va vous montrer, du coup des exemples de campagnes. Je vais vous partager un peu le sommaire de ce live. Et ce qu'on peut dire en plus, sur Juliette, du coup, c'est que tu as travaillé dans différents secteurs, notamment dans la tech, et que même si chez Nil, on s'adresse, quasi exclusivement à l'industrie, ce qui est intéressant toujours, c'est quand même d'aller voir ce qui se fait de bien et qui fonctionne ailleurs pour le ramener dans nos secteurs. Donc Exactement. Et c'est comme tu le disais, moi je suis partenaire de Nil aussi depuis un petit peu moins d'un an maintenant, et donc j'ai eu l'occasion aussi de bosser avec des clients à vous dans l'industrie, et donc de découvrir ce monde fascinant et challengeant parfois de l'industrie et aussi toutes les spécificités. Et justement, c'est ça. Aujourd'hui, on va vous montrer deux exemples de campagnes qui sont spécifiques à l'univers, au secteur de l'industrie aussi. top. Alors, niveau sommaire, on va parler un peu de la différence pour reposer un peu le contexte pour ceux qui ne seraient pas encore très, très familiers avec le contexte, avec la tactique, d'ABM, la différence entre inbound marketing que beaucoup d'entre vous connaissent, et c'est quoi la différence avec le account-based marketing? Est-ce que vous êtes fait pour l'ABM? Parce que c'est vrai que quand on s'adresse à l'industrie, on s'adresse à des entreprises qui ont quand même des modèles de vente, des modèles économiques, des produits qui peuvent être extrêmement différents. Donc on peut avoir des processus commerciaux et des tactiques marketing différentes qui s'adaptent pas toujours aussi bien, selon les contextes dans lesquels vous êtes. Donc on va un petit peu, faire des différents segments au sein de l'industrie pour que vous puissiez un peu mieux vous projeter et savoir si c'est fait pour vous. Les 3 modèles traditionnels d'ABM, comment on peut, en fait, concrètement faire de l'ABM, quelles approches on peut choisir. On repassera le plan d'action pour monter une campagne ABM, ce qui était la promesse, de ce live. Comment on met en place, en fait, une campagne ABM et qu'est-ce que ça requiert, par quelles étapes on doit passer. Et puis après, on passera en revue, on ira un peu plus dans le détail, dans 2 exemples de campagnes ABM qu'on a mis en place, soit chez Nil, soit, chez nos clients.
pour que vous voyez concrètement à quoi ça peut ressembler. Et puis on finira évidemment par comment on mesure le succès d'une campagne ABM. Vous verrez que c'est des KPI qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on a l'habitude de suivre en marketing, notamment si vous faites de l'inbound. Et puis on finira aussi par quelques bonnes pratiques pour réussir une campagne, plus en termes d'organisation. Qui est-ce qu'il faut penser à intégrer et à mettre dans la boucle quand on veut faire une campagne ABM? C'est souvent des sujets qui peuvent être bloquants si on les prend pas en compte. Donc voilà, c'est un peu un retour d'expérience de nous, toutes les campagnes ABM qu'on a pu mener, soit pour nous, soit pour nos clients, qui feront la réussite de votre campagne. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Vous pouvez nous faire un petit coucou dans le chat. Alors moi, j'ai pas forcément bien la vue sur le chat et puis il risque d'y avoir un petit décalage. Mais toi, Juliette, je pense que tu les vois. Oui, ouais, normalement, je vais les voir apparaître. Donc, faites-nous un petit coucou, dites-nous d'où vous êtes. Comme ça, c'est un peu interactif. Posez aussi vos questions, on gardera, si on a le temps, on va essayer de pas être trop bavarde, mais si on a le temps, on essaiera de se faire une petite 5 minutes de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, au cours du live, on y répondra peut-être pas tout de suite, mais on les reprendra à la fin. Yes. Allez, écoutez, c'est parti. Alors, la différence avec l'inbound marketing, qui est bien connu, ça, c'est un concept qui a été inventé par HubSpot à l'époque et qui a très bien fonctionné pendant des années, qui fonctionne encore parce qu'on est toujours dans une démarche de créer beaucoup de contenu pour attirer à nous nos prospects, quel que soit le secteur dans lequel on est. Là, la démarche, c'est vraiment un changement de paradigme avec le account-based marketing. Vous le voyez du coup sur cette image. Dans l'inbound, on est plus, si on fait la métaphore avec la pêche, s'il y a des amateurs de pêche parmi nous, sur de la pêche au filet, c'est-à-dire qu'on va créer du contenu qui va s'adresser à notre cible, mais on le met sur notre blog. Le but, ou sur les réseaux sociaux ou plein d'autres canaux, le but, c'est d'attirer un maximum de personnes à nous, de convertir via des formulaires tels qu'on les connaît, très traditionnels, et puis ensuite de qualifier et de vendre, et c'est là que les commerciaux rentrent dans la boucle. Dans le account-based marketing, on va avoir une démarche qui va être beaucoup plus précise. On va pas viser large, c'est plus de la pêche au harpon. On va aller chercher vraiment les comptes stratégiques qui sont que l'on veut targeter sur une période donnée, sur une année, sur un semestre, au cours de votre campagne. Donc là, vous allez aller chercher vos comptes. Ça va nécessiter de savoir qui vous voulez aller chercher. Et puis ensuite, vous allez voir dans le plan d'action, on en parlera de façon plus détaillée, mais il va falloir cartographier ces comptes, les engager. C'est là que tout l'alignement marketing et sales a son importance sur ce type de campagne. Et puis ensuite, il va falloir orchestrer et développer le lien avec ces comptes, rester visible tout le long de votre relation, avoir des points de contact et des touches régulières avec ces comptes pour réussir à les pénétrer et arriver à vos objectifs commerciaux et business de façon générale. Oui, pour compléter ce que tu présentes là, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que évidemment tout votre marketing doit être premium, mais là c'est vraiment une approche encore plus VIP. On le verra, en plus il y a différentes approches du one-to-one, du one-to-few, on en reparlera dans quelques instants, mais c'est vraiment de l'ultra personnalisation et qui c'est là où Tatiana va en reparler en dessous de est-ce que finalement vous êtes fait pour la BM ou pas, mais c'est justement en fonction du secteur d'activité et surtout du secteur de vos clients, ça peut être une approche qui est finalement plus héroïste d'y passer autant de temps à personnaliser les choses versus avoir en effet cette approche outbound de créer du contenu qui aussi consomme du temps, consomme du budget et qui parfois a des résultats parfois plus long terme aussi. Donc, faire les deux en même temps, ça peut être aussi une approche intéressante. Ouais. Et on a moins aussi ce problème qu'on entend souvent et qui fait un peu parfois le combat entre sales et marketing j'ai des leads, ok super, on a du volume, mais ils ne sont pas assez qualifiés et du coup, qu'est-ce que j'en fais moi en tant que commercial? Ça ne m'aide pas vraiment. Donc la BMI permet aussi de régler entre guillemets cette friction-là. Parce que vous allez vous mettre d'accord tout de suite en fait sur qui on va cibler et donc on n'aura plus ce problème de lead pas assez qualifié.
Alors pour qui c'est fait, l'ABM, donc là, j'ai fait une petite segmentation des acteurs, des différents modèles de vente qu'on peut retrouver dans l'industrie en fonction de votre cœur d'activité. Globalement, ce qu'il faut retenir, alors il y aura une ressource comme à la fin de chacun de nos lives qu'on pourra vous envoyer par la suite. Ce qu'il faut retenir, c'est que je ne vais pas rentrer dans le détail totalement, mais vous retrouverez ces informations, dans cette ressource. En gros, il y a 3 modèles de vente pour, lequel l'ABM est très pertinent. Hem, Si vous vendez des solutions clés en main, que vous allez intégrer chez vos clients, qui sont des gros projets sur des paniers moyens qui sont vraiment importants, alors l'ABM peut être intéressant pour vous. Si vous êtes aussi un fabricant de machines, si vous vendez des produits sur catalogue, hem et si vous êtes un éditeur de logiciels qui s'adresse à l'industrie, dans ces 3 cas, l'ABM est très pertinent. Globalement, les points communs qu'on retrouve dans ces 3 modèles de vente et qui font que l'ABM est pertinent, c'est que vous avez des cycles de vente longs, vous avez des paniers moyens qui sont élevés et lorsque vous voulez vendre, vos produits, un projet, vous allez devoir vous adresser à plusieurs interlocuteurs tout au long du cycle de vente. C'est souvent les 3 caractéristiques qui, rassemblées, font qu'on peut se dire que l'ABM est une tactique marketing, particulièrement pertinente pour vous. Ensuite, on a les bureaux d'études, et là où vous vendez de la prestation intellectuelle, si vous faites de l'ingénierie notamment, où là, ça va être aussi pertinent. Vous allez pouvoir cibler des comptes précis pour légitimer, votre expertise et instaurer de la confiance auprès des comptes, que vous ciblez. Et puis les sous-traitants, alors pas si vous répondez à des demandes urgentes, mais si vous voulez vraiment devenir on va dire un partenaire de rang 1, auprès des fabricants, auprès des comptes que vous ciblez, décrocher des contrats cadres, dans ce cas-là, auprès des donneurs d'ordre avec qui vous travaillez, dans ce cas-là, l'ABM sera aussi très pertinent. Et puis enfin, ce sera un petit peu moins, pertinent pour les modèles de vente distributeurs négociants, où là, vous allez souvent aller chercher plutôt du volume et donc on parlera un petit peu moins d'ABM. Globalement, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que vous pouvez avoir des objectifs stratégiques, assez, précis, des contextes, en fait, précis dans lesquels l'ABM peut très bien se mettre en place. Donc sécuriser des cycles de vente longs, c'est ce que je vous disais juste avant. Si vous savez qu'un appel d'offres important va sortir ou si vous voulez pénétrer un grand compte en particulier ou étendre un accord cadre, dans ce cas-là, on va être sur un modèle plutôt one to one dont on va reparler juste en dessous. Ça peut être pertinent aussi si vous ouvrez un nouveau marché. Par exemple, imaginons que demain, vous souhaitiez, cibler des nouvelles parts de marché en allant sur le secteur, je sais pas, de l'aéronautique, disons. Alors là aussi, vous pouvez, verticaliser une approche et la faire plutôt un modèle one to few d'ABM, c'est-à-dire que vous allez aller cibler plusieurs acteurs, mais des acteurs qui sont globalement homogènes. Vous ouvrez un nouveau pays, pareil, ça peut être un marché dans lequel vous pouvez vous dire, «Je vais aller cibler un petit segment sur ce marché-là pour d'abord un peu tester qu'est-ce qui fonctionne». Souvent, il y a des différences de culture, on va peut-être pas mettre, l'accent sur les mêmes messages, sur les mêmes problématiques, il peut y avoir des réglementations qui sont différentes. Voilà, donc là, vous pouvez aller vous dire: «Bah, je vais aller segmenter, ce pays, je vais prendre un segment précis et voir comment mon marché, mon nouveau marché que je connais un peu moins, réagit». Vous avez une offre, une nouvelle offre que vous souhaitez lancer. Là, vous pouvez aller cibler le segment qui est le plus probable, le plus propice de réagir rapidement à votre offre, donc des early adopters comme on les appelle dans le market. Ça peut être intéressant aussi de tester une campagne ABM sur un lancement d'offre. L'expansion de comptes existants, on le dira jamais assez, mais on va toujours chercher de nouveaux comptes, mais en fait, souvent, ça coûte, bien moins cher, si on parle de coût d'acquisition, d'aller, grenouiller dans les comptes existants pour, vendre de nouvelles offres. Donc là aussi, l'ABM, c'est pas forcément sur des nouveaux comptes, ça peut être aussi sur vos clients historiques. Et puis optimiser ses dépenses, là, c'est plus dans le cas où on fait du one to many et de la programmatique avec beaucoup de publicité, où en fait, on va faire de la publicité largement, mais pas aussi large que ce qu'on ferait si on n'y mettait pas un peu des garde-fous.
Mais on en reparle juste après avec Juliette aussi. Là, c'est plus, ça va un petit peu moins souvent, je pense, quand même s'appliquer dans le domaine de l'industrie, donc je vais pas m'attarder sur ce cas-là et puis, du coup, je vais te laisser la parole, Juliette, pour nous parler des 3 modèles d'ABM qui sont, on va dire, ce dont on parle quand on parle de théorie surtout. Oui, je rebondis juste sur un point et c'est vrai que j'imagine que c'est aussi le sujet pour certaines personnes, mais en effet, cet élément de l'internationalisation, l'ABM est vraiment particulièrement adapté sur cette approche-là. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si des contenus autour de l'internationalisation peuvent vous intéresser aussi, parce que il y a aussi tout un tas de challenges marketing quand on lance un nouveau marché. Qui sont aussi à prendre en considération. Et donc voilà, c'était réinsister sur ce point-là où l'ABM, dans ce cas-là, est très, très efficace. Justement, sur les 3 grands modèles d'ABM, il y en a 2 principaux et en effet, comme tu disais, Tatiana, un autre qui est à la jonction entre du marketing classique et de l'account-based marketing. Donc, il y a cette approche one-to-one. Typiquement, récemment, j'ai travaillé avec Neil sur un client où c'était l'approche qu'on avait. On était avec un client qui avait besoin de remporter un appel d'offres très précis avec une entreprise. Et donc là, c'est vraiment une approche millimétrée pour un seul client. Mais on est grosso modo, en effet, dans cette approche-là, entre 1 et 20 comptes, même 20, ça commence à être presque du one to few finalement. Donc c'est vraiment une approche ultra chirurgicale, mais typiquement le client qu'on a accompagné, c'est un client où s'il signait cet appel d'offres, c'était plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires qui allaient rentrer. Donc c'est pour ça que cette approche, en fait, ABM était très très légitime. On a aussi donc cette approche one to few dont on parlait juste avant. Là, c'est une approche beaucoup plus... par exemple, on peut avoir envie d'attaquer une verticale particulière, de se dire, moi, je veux que les entreprises qui sont dans ce secteur précisément, ou dans cette région, ça c'est quand j'étais moi-même responsable marketing, c'est l'approche ABM qu'on avait, c'était de se dire, OK, les gens nous connaissent très bien en région parisienne, mais on se rend compte qu'en fait, on a très peu de personnes qui connaissent notre entreprise en dehors de cette zone-là. Donc, on avait fait des campagnes ABM régionalisées. Donc, ça peut être ça aussi de se dire, en fait, on va aller chercher des boîtes de telle taille dans la région nantaise, dans la région bordelaise, marseillaise, etc. Ça, c'est aussi une approche one to few où on avait un plan d'action très précis par région pour aller attirer des nouveaux prospects et en convertir en clients. Et la one-to-many, voilà, c'est vraiment là où on commence à être moins dans de la personnalisation forcément et plus sur du marketing assez classique. Mais on peut quand même avoir une approche, encore une fois, de se dire qu'on a une approche ABM sur un profil type et de se dire, en fait, on veut tous les directeurs financiers, par exemple, d'un secteur d'activité très précis. Et donc là, on est un petit peu sur cette approche one-to-many qui reste une approche ABM tout de même. Ouais, super. C'est vrai que tout à l'heure, je parlais de panier moyen élevé. Si je reviens sur ce que tu disais sur le modèle one-to-one, plus votre panier est élevé, plus vous allez pouvoir vous permettre d'aller loin dans vos campagnes ABM et de faire de la personnalisation et d'investir parce que le ROI sera là. Globalement, si vous signez ne serait-ce qu'un client, vous pouvez vous permettre du coup de faire des campagnes dans lesquelles c'est un investissement en fait. C'est exactement ça. Pour donner un autre exemple aussi, en 2023, j'ai accompagné un client où pareil, c'était en fait le marketing était très personnalisé, très ABM parce que un client, c'était par mois 40 000 euros en fait. Donc en fait, dans ces moments-là, on se pose pas la question de tiens, qu'est-ce qu'il faut que je fasse rapidement et facilement en marketing qui coûte pas trop d'argent parce que on peut se permettre de faire un gros événement ou d'organiser un webinar vraiment quali parce que c'est des montants qui seront tellement vite remboursés si le client signe. Ouais. Alors, le plan d'action,
7 étapes clés sur 12 semaines. Pourquoi 12 semaines, Juliette? 12 semaines, c'était pour être vraiment très au clair. En fait, vous allez voir les différentes étapes, donc on va les détailler en dessous. Mais en fait, on a, en préparant le webinaire avec Tatiana, on a identifié combien de temps concrètement. On essaie de vous faire vraiment un truc step by step où vous avez juste à suivre pour mettre en place votre première campagne ABM. Donc, on vous a estimé en fait le temps qu'il faut pour chaque étape. Le temps de récupérer, d'aligner tout le monde, de récupérer les bonnes informations, de préparer les éléments. Et donc, mettant ça tout bout à bout, grosso modo, ça prend 12 semaines pour, entre le paramétrage et le déroulé de la campagne, et ensuite le pilotage, la finalisation de la campagne, le tracking et les résultats. Grosso modo, il faut compter en fait un trimestre pour une bonne campagne ABM. Donc, c'est quand même un petit warning que je vous fais aujourd'hui, c'est que ça fonctionne bien, c'est juste quand même un certain temps à allouer. On peut le faire en même temps, on en reparlera à la fin sur les bonnes pratiques, et c'est à faire en même temps que son plan marketing classique. Mais voilà, c'est quelque chose qui prend du temps, surtout si on veut bien le faire. Et je préfère vous dire que c'est quand même long et que vous soyez agréablement surpris de dire en fait non, ça m'a pris moins de temps de le faire, de le préparer. Voilà, donc c'est pour ça, c'est 12 semaines. Ouais. Oui, c'est vrai que ce qu'on peut préciser, c'est qu'on peut aller très loin dans l'ABM et on peut faire aussi des choses plus simples. Donc après, c'est vrai que là, c'est une fourchette, on va dire, moyenne, mais en fonction de votre budget, en fonction du niveau de personnalisation dans lequel vous allez aller, en fonction des leviers aussi des campagnes que vous allez monter, ça va vous demander évidemment plus ou moins de temps si vous êtes que sur du physique, si vous mixez du physique et du digital. Voilà, il y a plein de raisons qui vont faire varier ce timing-là, mais c'est vrai que ça donne quand même une bonne moyenne de ce qu'il faut réserver quand on se lance sur de l'ABM. C'est ça. Donc l'étape 1, définir l'ICP. Donc ICP pour Ideal Customer Profile, donc votre cœur de cible en fait. Et là, quand je parle d'ICP, je vais plutôt parler au niveau du compte. Donc, on n'est pas encore au niveau de l'individu à qui on va s'adresser directement. Et ça, c'est là vraiment ce qui change, si vous vous rappelez un peu de l'image avec les entonnoirs, c'est vraiment ce qui va caractériser la campagne ABM. C'est là, en fait, on rentre tout de suite, dès qu'on pense ABM, par quel compte je vais aller chercher et à l'intérieur duquel j'ai envie de développer ma présence et ma visibilité. Donc ces comptes, il va falloir bien les connaître. C'est ce que ça nécessite. Et donc du coup, il va falloir les qualifier et faire un travail là-dessus important de qualification. Vous avez tout un tas de typologies de données qui vous permettent de qualifier un compte. Ça peut être un secteur d'activité, ça peut être une tranche de chiffre d'affaires réalisée par an. Ça peut être l'effectif, la localisation du siège social, la localisation des sites de production, voilà, en fonction de ce que vous vendez, et en fonction de votre historique, en fait, avec qui vous avez le plus l'habitude de signer, de closer, quelles sont les caractéristiques de ces comptes, qu'il va falloir aller un petit peu analyser. Aujourd'hui, on a, soit vous pouvez vous rapprocher de votre data analyst en interne si vous en avez un. Si vous avez un CRM bien enrichi, et ben, vous avez un historique qui vous permet d'aller chercher cette donnée qui est ultra précieuse. On a aussi maintenant tout un tas d'outils. Je ne vais pas passer en revue tous les outils, mais SalesNav, les sites officiels, Papers qui vous permettent d'enrichir vos comptes à l'intérieur de votre CRM, les bases de données B2B, où parfois vous pouvez avoir des infos sur une appel d'offres qui est tombé pour avoir le signal en fait qui va vous permettre de prendre des actions derrière et de réagir. Vous avez aussi des solutions d'enrichissement. Nous, chez Neil, on utilise Lemlist notamment, on utilise HubSpot qui aussi avec les fonctionnalités d'IA vous permettent d'enrichir directement dans votre CRM tout un tas d'informations qui, derrière, sont indispensables en fait au marketing pour pouvoir segmenter correctement et faire des listes qui soient propres pour ensuite dérouler la campagne. Donc, c'est un peu la pierre angulaire, j'ai envie de dire. Cette première étape, elle pose les fondamentaux
et c'est indispensable qu'elles soient bien, bien travaillées. Oui, et pour compléter, ce temps-là, on a estimé qu'entre la connexion avec tout le monde, aller récupérer les données, s'aligner avec les commerciaux, s'aligner avec la direction sur le segment qu'on cible, ça prend souvent entre 2 et 3 jours. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire sur la première semaine. Bon, on voit que le temps file un peu et qu'on est bavarde, donc on va peut-être aller un tout petit peu plus vite sur les étapes qui vont suivre pour qu'on ait le temps de passer en revue les exemples concrets de campagnes ABM qu'on a menées ou qu'on est en train de mener. Donc la cartographie et la structure d'un compte et le comité d'achat, donc c'est l'étape 2. Une fois que vous savez les comptes clés que vous allez aller cibler, ces comptes clés, il va falloir, alors c'est plus ou moins important selon le contexte dans lequel on se situe. Si on parle de modèle one-to-one, il faut avoir une connaissance hyper chirurgicale de votre compte. Ça nécessite du coup d'aller cartographier ce compte. Le siège, les différentes filiales, les différents sites de production. Donc il va falloir que vous ayez une image hyper précise de comment se structure le compte, encore plus si c'est un groupe, encore plus si c'est un groupe à l'international. Voilà, il faut que vous sachiez comment il est constitué pour savoir où est-ce que vous allez derrière aller taper à la porte, en fait. Donc pour ça, encore une fois, vous avez aujourd'hui des CRM comme HubSpot qui proposent des fonctionnalités de cartographie de vos comptes à l'intérieur même de votre CRM. Donc ça, c'est top pour les commerciaux qui travaillent dessus au quotidien. Vous pouvez l'enrichir et avoir une vision hyper claire des comptes que vous adressez. On a aussi construit chez Neil, on en reparlera, je pense, bientôt, ce sera mis en ligne aussi, une app qui vous permet de cartographier grâce à de l'IA et de l'automation, qui vous permet de cartographier un compte et les filiales d'un compte de façon automatique. Et ensuite, toute cette data est ensuite injectée dans HubSpot pour gagner du temps, parce qu'en fait, c'est quand même long de cartographier un compte et encore plus un groupe. Et puis, vous retrouvez aussi ce type de fonctionnalité en manuel dans des outils comme SalesNav. Donc voilà, aujourd'hui, il y a plein d'outils qui permettent de faire ça. Ça n'en est que quelques exemples, mais en tout cas, dans un modèle one-to-one, souvenez-vous que c'est une étape clé qu'il faut faire juste après avoir listé vos comptes cibles. Ensuite, pour quel que soit le modèle d'ABM que vous alliez faire, il va falloir que vous connaissiez les rôles dans le cycle d'achat, donc le comité d'achat. Pour ça, pareil, l'historique de votre CRM, l'historique des ventes passées, ça va être indispensable pour connaître en général qui sont les champions, qui sont les décideurs qui prennent la décision. Est-ce que vous avez des détracteurs, c'est-à-dire des personnes qui, à un moment donné dans le cycle de vente, lèvent souvent la main pour émettre un petit peu des obstacles. Ça peut être dans l'industrie de la RSE, ça peut être le DSI si vous éditez un logiciel qui s'adresse à l'industrie. Voilà, ça peut être différents personas. C'est pas forcément ceux que vous allez aller cibler en premier parce que c'est pas ceux qui vont vous ouvrir la porte pour commencer la relation commerciale. Par contre, vous pouvez, et c'est tout l'intérêt de l'ABM, toujours dans cette logique un peu chirurgicale, réfléchir à: «OK, quand j'arrive à ce moment-là et que je sais que cet interlocuteur va rentrer dans le cycle de vente, dans le cycle d'achat, comment je peux faire? Comment je peux anticiper l'objection que j'ai l'habitude d'avoir?» Ça peut être créer une ressource spécifique et l'envoyer en amont pour éviter de vous retrouver dans ce goulot d'étranglement et éviter cette friction-là. Donc tout s'anticipe et mieux vous connaîtrez du coup les interlocuteurs qui vont participer au cycle de vente, et les objections qu'on peut vous faire ou les arguments de vente qui vont faire mouche, plus vous pourrez le préparer en amont et avoir de l'impact. Et pour rebondir juste là-dessus, et c'est vrai, enfin sur l'approche one-to-one, c'est important de savoir concrètement de quelle personne on parle. Et dans l'approche one-to-few, les rôles, c'est quoi les jobs de ces gens-là pour pouvoir éventuellement aussi faire du targeting très précis sur les bons profils. Ouais. Faire ce travail-là aussi, ça vous permet de prioriser les personnes que vous allez aller cibler dans un temps 1. Donc d'abord les décideurs, les champions, ça peut être votre tiers 2. Donc voilà, vous pouvez un peu cadencer votre campagne en fonction des personas que vous ciblez à l'intérieur de celle-ci. Définir le process interne.
Juliette, Je, voilà. je prends cette partie-là, allez. Donc oui, une fois qu'on a cartographié son compte ou ses quelques comptes, qu'on a identifié qui sont les personnes en interne avec l'équipe commerciale, là vraiment, j'insiste là-dessus et on l'a répété à plusieurs reprises, mais je réinsiste, mais c'est vraiment un travail à faire avec l'équipe commerciale en collaboration du début du projet jusqu'à la fin pour qu'il vous aide à bien identifier qui sont ces personnes-là. Une fois qu'on a posé tout ça, il est temps de se définir en fait quel va être le process et quel va être le fonctionnement de cette campagne. Donc pour ça, je vous ai mis une liste de questions à vous poser. Quelle va être la durée de la campagne? Typiquement, là, la dernière campagne ABM sur laquelle on a travaillé avec Neil, c'est une campagne pour un client où ça dure, on l'a planifié sur justement 12 semaines, du lancement jusqu'à un peu la clôture du projet. Quelles sont les dates clés? Évidemment, la date de début, la date de fin, mais entre les deux, est-ce qu'il y a des éléments, des événements particuliers à prendre en considération? Encore une fois, l'exemple que je vais vous partager en dessous, anonymisé évidemment, mais c'était pour une entreprise qui était au Moyen-Orient, donc il y avait le Ramadan à prendre en considération dans la campagne qu'on a développée. Donc il y a quand même des dates comme ça à identifier aussi autour de la campagne et de la saisonnalité pour la personne ou l'entreprise que vous allez cibler avec cette campagne. Quels sont les canaux qu'on va activer? Quels sont les outils qu'on va utiliser? Donc, on va peut-être faire du LinkedIn Ads. Donc, il va falloir paramétrer l'espace publicité si vous n'avez pas encore fait de publicité LinkedIn. Enfin, voilà, il y a tous ces éléments-là à prendre en considération. Puis ensuite, il y a aussi qui va faire quoi, à quel moment. Ça, on le verra aussi sur les deux types de campagnes, mais en fait, entre ce que va faire le marketing, puis le commercial à un moment va reprendre le lead, puis ensuite, c'est le marketing qui va envoyer un élément. Peut-être qu'à un moment, il y a quelqu'un de la direction pour avoir ce point, un peu cette posture de chef d'entreprise qui peut aussi avoir qui peut être un élément à activer dans ce type de campagne. Identifier en fait entre le moment où la personne, on commence à parler avec elle jusqu'à ce qu'elle devienne le champion, le décideur que le projet, que le client signe, qu'est-ce qui se passe à quel moment, où est-ce qu'on va suivre les résultats de la campagne? Typiquement, si on a HubSpot, on va pouvoir paramétrer une campagne dans HubSpot pour connecter en fait tous les éléments, tous les canaux, tous les contenus qu'on aura créés dans cette campagne pour suivre en temps réel les résultats. Quel va être le traitement? Donc, c'est ce que je vous disais un petit peu, qui fait quoi à quel moment. Il y a aussi quel va être le traitement des prospects et des leads qu'on reçoit aux différentes étapes du cycle de vente. Et quelles vont être aussi les routines, un peu la logistique autour de cette campagne. Parce que ça, une campagne ABM, pour fonctionner, il faut qu'il y ait des routines de suivi des résultats, d'alignement avec les sales et le marketing, d'optimisation des contenus, etc. Donc ça, pareil, cette phase-là, elle prend 2-3 jours. Et de nouveau, c'est vraiment encore avec l'équipe data, l'équipe commerciale, le marketing et la direction. La direction, vous voyez, elle est quand même assez présente depuis le début. Alors, on peut se dire, je ne vais peut-être pas demander au big boss de prendre autant de temps pour une campagne. Vous pouvez vous dire que ce n'est pas leur rôle. Cela étant, c'est quand même, comme on va là avoir cette approche sur des comptes clés qui vont ramener énormément d'argent et de revenus à votre entreprise, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas aligner en fait la direction avec ce que vous allez faire. Ça, c'est hyper clé parce que ça peut aussi faire planter la campagne si votre direction n'est pas à minima au courant de la campagne et de deux, aligné avec le message que vous allez utiliser pour cette campagne, qui est d'ailleurs l'étape suivante. Est-ce qu'on passe à la suite ou tu avais un dernier mot? Moi, c'est tout bon. C'est tout On peut passer à la suite. Alors, le message. Effectivement, du coup, là aussi, au même titre qu'il faut bien connaître votre compte, il faut bien connaître votre persona. Alors après, vous allez me dire, c'est quand même la base du marketing que l'on fasse de l'ABM ou pas, et c'est très vrai. Il faut que vous connaissiez encore plus ici parce que votre message, en fait, il va devoir être chirurgical en fonction, du persona que vous allez adresser. Vous allez en adresser souvent plusieurs et donc il va falloir distinguer votre message d'un persona à l'autre. Donc en fait, une fonction, c'est un problème identifié et c'est un message. Aujourd'hui, à la différence un petit peu de ce qu'on pouvait faire il y a quelques années,
C'était parfois complexe d'avoir une connaissance, hyper poussée pour chacun des personnages, surtout si on en a plusieurs. Aujourd'hui, aidez-vous de l'IA là-dessus. Connectez votre CRM, aux outils d'IA, je pense à ChatGPT, Gemini, peu importe en fait l'IA, mais en fait ces connexions, elles sont hyper précieuses. Ça vous permet d'aller faire des recherches approfondies. Moi en tout cas, je m'en sers, pas tous les jours, mais toutes les semaines. Ces connexions, elles sont extrêmement intéressantes. Vous avez à l'intérieur, si en tout cas le CRM est bien utilisé par les commerciaux et par la direction, chez vous, vous avez, des retranscriptions de calls, avec des pépites à l'intérieur qui peuvent vous aider en fait à vraiment aller, mettre des mots en plus avec le langage de vos clients et de vos prospects, sur leurs besoins, sur leurs enjeux, sur leurs problèmes et c'est vraiment une mine d'or pour derrière aller faire des messages, qui vont avoir de l'impact. Je passe. Ça reste important, mais je veux pas qu'on manque de temps pour parler des campagnes derrière, mais pour rappel, un problème, il doit être dur, c'est-à-dire qu'il doit être douloureux, il doit être urgent et il doit être reconnu par votre cible. Le mieux et le plus idéal, c'est d'aller parler de problèmes dont votre cible est consciente. Hem, il y a différents niveaux de maturité. Je ne vais pas rentrer dans une conférence de copywriting, mais c'est important que votre cible, elle soit consciente de son problème si vous lui parlez de son problème. Donc, allez plutôt chercher une cible qui est mature là-dessus pour que le problème que vous pointiez, il puisse résonner et que du coup, ça donne envie à votre cible de passer à l'action, et d'avancer dans ce qu'elle réagisse à ce que vous proposez. Pour le message, alors je vous ai mis un exemple hyper précis ici. Je vais peut-être pas rentrer, mais je pense que c'est assez intéressant. Vous retrouverez ça d'ailleurs dans la ressource qu'on vous enverra ensuite. J'ai mis 2 exemples avec Juliette, je crois, hyper concrets pour que vous puissiez bien comprendre le message qu'on veut faire passer par là. Si vous êtes intéressé par la ressource, mettez-nous un petit commentaire pour qu'on s'assure de pas oublier de vous l'envoyer, à la fin. Ce qu'on voulait dire ici, c'est éviter de centrer votre message, en fait, sur le produit, comme on peut le voir souvent, mais vraiment sur le problème. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Donc là, l'exemple, je vends des outils de coupe haute performance, pour des machines à commande numérique et vous ciblez le directeur de production. En fait, là, l'idée, c'est le message bateau, ce serait de dire: «Bah, voilà, on a une nouvelle gamme de fraises en carbure, et cetera, et cetera. C'est vraiment le meilleur produit du marché. Il offre une résistance, d'avoir un langage vraiment très technique, accru de 15 et une coupe de précision inégalée». Un bon message copyrighté, il va centrer le message sur le problème et le problème, c'est de dire: «Bah, voilà, si un outil casse demain dans votre centre, c'est, peut-être 45 minutes de production qui sont à l'arrêt et donc de la marge qui s'évapore d'un coup et donc là, vous vendez plus seulement un outil de coupe, vous vendez un outil qui sécurise le taux de rendement du directeur de production et ça lui parle. Du coup, vous avez un grâce à votre message, il est plus juste: «Je vends un produit à une cible», c'est, vous allez avoir un impact psychologique. Ça va toucher, à l'objectif et à la posture du directeur de production auprès de sa hiérarchie, et dans son entreprise. Donc ça, c'est hyper important. Alors ici, je m'adresse plutôt au marketing, mais le marketing dans une campagne ABM, c'est aussi vous qui allez construire l'argumentaire de vente que vous allez ensuite pousser, aux commerciaux et donc tout ça, ça va s'insuffler dans l'ensemble de votre campagne, tout au long de la campagne, à chaque niveau. Donc c'est pareil, je dirais qu'au même titre qu'il faut travailler à qui vous vous adressez, à votre ICP, et vos personas, les messages que vous allez monter, c'est eux qui vont entrer en résonance ou pas, du coup, avec la cible derrière. Donc je passe un peu rapidement, même si on pourrait en dire des tonnes, mais hyper important, de bien soigner cette étape-là. Oui, parce qu'en fait, c'est ensuite à ce niveau-là, une fois qu'on a encore une fois la cartographie, les personas, le fonctionnement de la campagne, le message qu'on va utiliser. Et c'est vrai on va avoir en fait un message global de la campagne qui est en effet sur cet aspect plus challenger. Et pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que si on parle juste de on a le meilleur produit,
désolé, mais tout le monde le dit en fait, qu'on a le meilleur produit, on a tous le meilleur produit, et ça, c'est pas différenciant. Alors que, en effet, montrer qu'on va pouvoir aider très concrètement la personne qu'on vise avec notre solution et le faire prendre conscience de quelque chose, soit dont il avait un peu conscience ou qu'il avait même pas forcément identifié, c'est ça qui va être intéressant. Ensuite, une fois qu'on a tous ces éléments-là, forcément, on va activer les différents canaux, les différents leviers. Et je vous en parlais tout à l'heure, c'est à quel moment ce sont les commerciaux, à quel moment c'est le marketing qui reprend la main, etc., etc. Donc, vous allez en fait très concrètement, là, vous verrez, c'est une capture d'écran de la campagne que je vais vous présenter en one-to-one, mais d'avoir en fait par persona identifié, tiers 1, tiers 2, c'est quoi le message clé et puis quelles sont les ressources qu'on a déjà existantes ou quelles sont celles qu'on va créer pour dans le cadre de cette campagne. Et ensuite, d'avoir cette séparation, semaine 1, semaine 2, semaine 3 sur la durée de la mission, de la campagne, pardon. Et quels sont en fait les éléments qu'on va activer à quel moment. Donc, je ne vais pas rentrer là dans le détail parce que c'est vraiment ce que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais grosso modo, après là, on active les canaux sur la durée qu'on a souhaité, entre 8 à 12 semaines en fonction. Et là, c'est vraiment l'équipe marketing et commerciale. On arrive à l'étape 6. Je vais passer assez vite là-dessus. Je pense que c'est une étape qui peut être facultative en fonction de l'approche d'ABM que vous allez mettre en place. Elle reste toutefois importante, en fait, c'est du scoring. Alors, en fonction du volume, du nombre de comptes que vous allez cibler et du nombre de personas et d'individus que vous allez avoir à l'intérieur de chaque compte, ça peut à la fin quand même faire du monde. Et donc, ça peut être intéressant pour votre force de vente d'avoir un moyen de prioriser les actions et les personnes qu'ils vont recontacter. Donc là, vous avez évidemment le scoring qui reste d'actualité comme il l'était en fait aussi en inbound marketing. Le seul message que je voulais faire passer ici, c'est passez pas des mois à vous dire combien de points je mets à cette action. Mettez des points assez volumineux, assez larges en fait, qui vont vous permettre de facilement hiérarchiser les personnes que vous devez rappeler. Là, je vous donnais un exemple, j'ai un clic dans un email, je mets 50 points. J'ai quelqu'un qui visite ma page tarif, j'en mets 200. En fait, voilà, il faut juste ne pas pinailler entre je mets 50 ou 60, 60 ou 70. Mettez des fourchettes larges, comme ça vous permet vraiment d'hiérarchiser et ça aidera votre force commerciale ensuite à savoir qui rappeler. Après, vous avez qui rappeler et quand. Et là, aujourd'hui, maintenant, on a des outils de signaux d'intention qui vont aller monitorer aussi tous les signaux faibles, des visites de profil d'un de vos commerciaux ou de votre page entreprise, des petits likes, des commentaires sur vos posts. Tout ça, ça reste des touches, en fait, qui sont importants à monitorer au niveau du compte. La somme de toutes ces touches, elle montre que votre travail, en fait, il est en train de payer. Vous êtes visible auprès de ce compte et c'est ça qu'il faut aller monitorer. Et aujourd'hui, dans les CRM, notamment, ou sur des outils comme SalesNav, vous avez plein de signaux d'intention qui peuvent vous aider à savoir quand est-ce que c'est le bon moment de prendre contact avec tel individu dans un compte clé que vous ciblez. Donc voilà, c'était un petit message, j'y reste pas bien longtemps. Vous avez aussi derrière la possibilité d'aller encore plus loin en mettant en place des workflows d'automatisation. Si votre prospect, il atteint un tel nombre de scoring, alors je déclenche une tâche auprès de mon commercial dont c'est le territoire commercial. Il y a plein de choses qui peuvent être réfléchies. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les outils de signaux d'intention et avec les outils d'IA, on peut aller super loin. Et j'ai envie de dire qu'on rentre dans une ère où ça fait très longtemps qu'on dit cette phrase dans le marketing, de pousser le bon message au bon moment, à la bonne personne. Avant, je pense que c'était quand même beaucoup de théorie, c'était très compliqué à faire en pratique. Aujourd'hui, on rentre dans une ère où ça le devient de plus en plus. Donc voilà, c'est quand même des choses à avoir en tête, des petits basiques aujourd'hui qu'on peut mettre en place et au fur et à mesure, on pourra aller assez loin sur ces tactiques-là. C'est ça, mais là déjà dans les éléments, les étapes qu'on vous a montrées, c'est vraiment
on va dire, la base, la version simple. Et si vous avez envie de faire la version compliquée, n'hésitez pas à nous recontacter. On aura plaisir à répondre à vos questions à minima, vous aider aussi. Donc, pour aller dans le concret, je vous montre ici, si tu peux un petit peu, zoomer sur la partie gauche pour l'instant. Donc, ce que je vous disais, un message global de la campagne avec 3 grands arguments, en fait, qu'on va utiliser d'un point de vue commercial. Là, en termes de légende, vous avez, c'est par exemple, on va pouvoir mettre un peu du WhatsApp, un peu du LinkedIn Ads, de l'événement physique, du webinar. Et vous voyez, ensuite, j'ai séparé par ligne. Il y a un persona, tiers 1, persona 2, tiers 1, et persona 3 et persona 4 du tiers 2. Pour chacun, on a aussi un message clé, ce qui nous permettra d'avoir vraiment cette approche dont on parle, de très chirurgicale, très personnalisée, d'avoir bien identifié parce que le décideur, c'est pas le même argument qui va le convaincre que l'utilisateur final, par exemple. Donc, c'est là où on va aller chercher un petit peu plus de spécificité. Et puis, pareil pour les contenus. En fait, il y a des contenus qui vont plus parler, par exemple, au décideur final, du contenu qui va plus parler à l'utilisateur final, du contenu qui va rassurer le détracteur dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est bien important d'identifier. Donc, évidemment, dans les contenus existants, simplement, typiquement avec un des clients récemment avec qui on a travaillé, on a juste pris leur contenu existant, on a regardé s'il n'y avait pas juste moyen de changer le titre d'un e-book ou le titre d'un article pour ne pas repartir à faire des choses de zéro, mais juste reprendre l'existant et l'optimiser un petit peu, le dupliquer pour cette campagne. Et ça a pris 30 minutes de changer un titre, quoi. Donc, on part du contenu existant et ensuite, on peut identifier aussi si on a le temps et la capacité de créer des nouveaux contenus, ça peut être intéressant. Je fais juste une petite aparté ici, je vais en remettre une couche sur l'IA, mais c'est vrai que pour les petites équipes marketing, si vous êtes seul ou si vous êtes 2 ou 3, c'est vrai qu'à l'époque, moi j'avais fait une campagne ABM dans ce contexte-là où j'étais solo au market et je me disais ouais, mais ça va être compliqué de produire tout ça. Aujourd'hui, ce qui change, et c'est quand même ce qui rend aussi, c'est aussi ce qui a fait qu'on fait un live maintenant sur ce sujet-là, c'est que vous pouvez faire de l'ABM quand même beaucoup plus facilement que c'était possible avant. Parce que tous ces contenus, alors l'IA les fera pas pour vous, on est bien d'accord, on est encore, mais je pense qu'on devient des experts correcteurs de plus en plus et que donc en fait on peut créer quand même du contenu beaucoup plus vite et cette déclinaison, elle devient beaucoup plus juste faisable qu'avant et avec un budget moindre en fait. Complètement. Et si tu scrolles un petit peu donc sur la droite encore, donc vous voyez par exemple, là on peut se dire, voilà, parfait. Semaine 1, on pourrait avoir un premier contacting via WhatsApp. Le début, vu qu'on s'est prévu un événement sur la semaine 2, un contacting en lien avec ça, une campagne in-mail payante avec ça. Du contacting LinkedIn, si les commerciaux sont déjà en contact avec les personas qui nous intéressent, en fait, ils les contactent directement sur LinkedIn. On peut avoir une publicité qui pousse les gens à s'inscrire à l'événement. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, c'est d'avoir des éléments qui vont pas forcément bouger sur l'entièreté de la campagne. Typiquement, si on dit qu'il y a un livre blanc qu'on pousse les gens à télécharger, donc on set up une fois la publicité, puis ensuite elle tourne. On peut faire des petits ajustements au besoin en fonction des résultats qu'on observe, mais des choses qui sont, on va dire, très linéaires et très sur la durée, et des choses qui vont être plus ponctuelles et d'essayer on en parlait tout à l'heure, de mixer un petit peu du physique avec du digital. On a eu tendance un petit peu trop, et je trouve que heureusement on y revient un peu, mais à faire que du digital sur les précédentes années. Malgré tout, aujourd'hui, le physique fonctionne de plus en plus. Les événements physiques, l'envoi de courrier papier, n'hésitez pas à activer ça aussi surtout quand on veut quelque chose d'assez premium, d'aller faire de la rencontre en présentiel et pas simplement une visio, ça peut aussi faire toute la différence sur ces campagnes-là. Donc, vous pourrez aller regarder la ressource, là, ce modèle qu'on partage ici, vous l'aurez dans la ressource. N'hésitez pas à aller voir un petit peu le détail pour voir que c'est vraiment un mix un petit peu sur toute la durée. Et donc, évidemment, avec une personnalisation
en fonction du persona. Et donc, là, encore une fois, c'était une approche très one-to-one. C'était de se dire, c'est un seul client. Et on peut se dire, bah oui, mais du coup, je vais peut-être pas faire une publication LinkedIn dédiée à un seul client. Oui, mais sauf qu'en fait, le client en question, il va peut-être aller voir votre page LinkedIn. Donc, il faut qu'il puisse trouver des contenus comme si c'était les contenus pour tout le monde, mais finalement, on voit bien que c'est quand même assez ciblé. Donc, voilà, pour qu'on ait encore le temps de présenter la one-to-few. Et n'hésitez pas à nous poser des questions si quelque chose n'est pas clair. Ouais. Je sais pas si on a des petits commentaires, mais oui, pour rebondir sur ce que tu disais, sur le digital, le temps que je change un petit peu d'onglet, moi, je me rappelle qu'il y a quelques années, j'avais mené, ça peut aussi vous donner des idées, j'avais mené une campagne ABM où, il me semble qu'on avait fait une box, donc vraiment une box, physique qu'on avait, qui était, imprimée, et à l'intérieur de cette box, on avait mis des goodies qui étaient parlants. On visait les DSI, qui étaient parlants pour un DSI. On avait mis un courrier avec un édito de la direction, justement pour appuyer un peu cette posture. Et à l'intérieur, on avait mis un QR code qui permettait de renvoyer vers un podcast qu'on avait créé spécifiquement pour les sujets qu'on voulait aborder dans cette campagne. Et puis, il y avait une invitation finale à un événement physique. Et c'est une campagne qui avait super bien marché. Donc voilà, si ça peut vous donner des idées. Là, c'était plutôt du coup one-to-one, quoi. Je crois qu'il y avait entre 20 et 30, ouais, 20 comptes, je crois, dans cette campagne-là. Et pour rebondir à un dernier micro, et après on parle de la one-to-few, mais ça me fait penser ce que tu racontes, c'est que n'hésitez pas à aller vous inspirer aussi, parce que ce que tu racontes me fait presque penser à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, les influenceurs qui reçoivent des invitations. En fait, c'est juste brillant, c'est ultra premium. Ça donne, quand vous offrez quelque chose en fait de physique, ça donne vraiment cette approche très premium, très personnelle. Et donc, ne sous-estimez pas la puissance de ces éléments-là pour de la BM. Ouais, ça crée un souvenir mémorable, comme on dit. Alors du coup, exemple de campagne one-to-few. Donc là, c'est plus une campagne qu'on mène chez Nil. L'étape 1 qu'on a fait, c'est qu'on avait identifié alors on sait que nous, on s'adresse donc à l'industrie, et les industriels sont très présents sur les salons. Donc ça aussi, c'est bien de le savoir. Où est-ce qu'est présente votre cible? Ça marche en marketing de façon générale. Donc là, on s'est tourné sur 2 salons clés qu'on avait identifiés, qui étaient la Packaging Week et PharmaPack, qui se sont déroulés il n'y a pas très longtemps, si vous y étiez. Donc là-dessus, on va aller chercher les exposants et on leur a proposé de tourner une petite interview. Donc là, c'est une approche vraiment pas commerciale. En fait, on va juste rencontrer ces comptes qu'on a ciblés en leur proposant de la valeur. Et en fait, c'est un deal un peu gagnant-gagnant, mais ça nous permet de nous rencontrer, de récolter des insights terrain, de mieux connaître la verticale, et puis de créer une relation de confiance où il n'y a vraiment aucune pression commerciale. Donc ça peut être bien d'avoir des petits icebreakers en fait en début de campagne comme ça. Ensuite, ces vidéos, on les a diffusées. Donc ça a permis de faire de la visibilité pour les comptes avec qui on a eu l'opportunité de tourner ces interviews. Et puis ça a généré des interactions auprès de ce segment finalement qu'on cible, parce que du coup, ça nous permet d'être visible dans l'écosystème de ces comptes qu'on a pu, de ces entreprises et de ces personnes qu'on a pu rencontrer. Ensuite, du coup, une fois qu'on s'était créé un peu cet écosystème, cette liste de comptes cibles, on a créé une ressource ultra ciblée, donc sur le packaging pour la pharma et la cosmétique. Donc vous voyez que c'est hyper restreint comme segment. On a rédigé du coup une ressource ciblée en mixant nos connaissances terrain, nos connaissances en tant qu'experts sur des sujets marketing, commercial, expérience client, service client. Et puis les insights du coup qu'on a pu collecter de ces interviews. Et en mélangeant tout ça, ça fait une ressource ultra premium qui ne s'adresse qu'aux industriels du packaging qui adressent le marché de la pharma et de la cosmétique. Donc tout ça, on le fusionne, on enrichit avec des outils d'enrichissement pour faire une liste
très précise tout simplement. Vous pouvez utiliser alors nous de notre côté, on a construit un custom Gemini, qui permet de segmenter les entreprises hyper rapidement. On peut faire des je vais pas rentrer dans le détail, mais du coup, parmi cette liste de comptes qui travaillaient dans le packaging qu'on avait pu cibler, j'ai pu avec, un Gemini, custom, connaître hyper vite parmi 200 comptes, c'est qui les 60 comptes qui adressent la pharma et la cosmétique. Et du coup, ça me permet alors ça m'a pris un peu de temps de créer le Gemini, mais derrière, je vais pouvoir l'utiliser pour toutes mes campagnes et en une demi-heure, je savais que sur mes 200 comptes, j'avais 60 comptes que je pouvais cibler pour cette campagne. Donc voilà, pensez-y, c'est assez, c'est hyper puissant, en fait, le temps que ça m'a fait gagner, dans mon quotidien de marketeur, quoi. Ensuite, on fait de l'account mapping parce qu'une fois que j'ai ma liste, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, une fois que j'ai ma liste de comptes, il faut que je sache qui sont les décideurs clés, il faut que j'aille les chercher et que je fasse ma liste de prospects. Donc là, vous pouvez utiliser, vos données CRM toujours et puis nous, on utilise beaucoup, LinkedIn Sales Navigator. À partir de cette liste de prospects, on va les inviter à un événement. Un événement ici qui va être très privé, qui va être en visio, mais très privé. On va pas faire de promotion avant l'événement où tout venant pourrait s'inscrire. Ça va être vraiment ciblé sur cette liste qu'on a construite. Et donc, on va monter une campagne qu'on appelle outbound, donc une séquence en fait d'emails qui mixe email, LinkedIn, appel, où du coup, on va pousser cette ressource premium qu'on a construite. Et puis, en même temps, donc ça légitime notre position d'expert auprès de ce segment, on montrer qu'on connaît le secteur. Et puis, on va fusionner ça avec l'invitation VIP à ce workshop qui va être le bouquet final en fait de cette campagne. Cette séquence outbound, elle va nous permettre d'engranger de la donnée. Qui a cliqué sur le lien de la ressource? Qui a téléchargé la ressource? Qui s'est inscrit à l'événement? Donc tout ça, ça nous permet de mettre un scoring en place pour aller prioriser derrière, qui est-ce que le commercial rappellera en priorité après l'événement ou avant l'événement pour peut-être s'assurer que ils vont bien participer au workshop ou s'ils vont pas y participer, est-ce qu'ils veulent le replay? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ils se sont pas inscrits? Voilà, créer des raisons qui permettent d'engager la conversation. Voilà, c'est exactement ça. Après, il y a l'appel du commercial et puis le workshop. Donc voilà, il y a plein de façons de faire une campagne ABM, en fonction de votre cible, ça va varier en fonction du timing que vous avez devant vous, en fonction du nombre de comptes cibles que vous avez, en fonction du nombre que vous êtes aussi, dans l'équipe marketing. Voilà, il peut y avoir, plein de leviers qu'on peut activer dans ce type de campagne. L'idée, c'était pas de vous montrer des campagnes parfaites ou vraiment à répliquer, mais en tout cas, vous pouvez les répliquer ou vous pouvez en inventer d'autres. Il n'y a pas de limite à la créativité là-dedans. Mais au moins, moi, je sais que les premières fois où j'ai fait des campagnes ABM, j'avais du mal à voir concrètement, en fait, qu'est-ce que c'était. Donc voilà, j'espère que ça vous donne de l'inspiration pour, si vous vouliez monter une campagne ABM, que ça vous donne des idées et que vous voyez maintenant un peu plus concrètement à quoi ça peut ressembler et qu'est-ce que c'est l'ingénierie qu'il peut y avoir derrière. Et évidemment, après, on peut vous accompagner aussi, soit sur la phase stratégique pour penser la campagne, soit les deux, à la fois la phase stratégique et l'exécution. Il nous reste 1 minute, Juliette. Normalement, oui, pour parler très rapidement des KPI à suivre sur ce type de campagne. Donc d'abord, vous allez vérifier la couverture de compte. Donc c'est regarder qui on a, le nombre de contacts qu'on a rattachés à l'entreprise, etc. L'engagement du compte, ça c'est ce qu'on se disait sur le score aussi. Combien de fois la personne a interagi avec les contenus spécifiques à la campagne et quels ont été les signaux d'intention. La vélocité du pipeline, la vitesse entre habituellement votre cycle de vente, combien de temps il prend, et avec cette campagne, quel a été le moment entre je ne connais pas votre entreprise et je suis client de votre entreprise. La valeur aussi des deals, des clients que vous avez, quel est le montant du revenu que cette campagne va générer, et évidemment quel va être le niveau d'influence. Quel est le revenu qui aura été influencé
par les comptes ciblés. Donc ça, c'est vraiment les KPI à suivre. Et très, très rapidement, parce que ça y est, on a atteint l'heure, il y a aussi quelques bonnes pratiques qu'on a évoquées à plusieurs reprises pendant ce webinaire, mais pour réellement finaliser là-dessus, importance d'embarquer la direction avec vous, parce que ce sont des gros montants qui sont closés avec l'ABM, donc très important de les avoir dès le début, pour pas que vous perdiez du temps à développer quelque chose et que ensuite vous ayez un no-go de votre direction qui est un peu frileuse. Embarquer les commerciaux dès le début, ce n'est pas un projet marketing, c'est account-based marketing. La data, mais ça, en fait, juste pour le marketing au global, il faut vraiment la data. Bien segmenté, on est sur une approche très personnalisée, donc plus vous segmentez, plus vous connaissez votre cible, plus le message sera impactant et performant. Et il faut pouvoir réussir aussi à l'intégrer dans sa roadmap marketing globale. C'est pour ça qu'on a voulu être très honnête sur le temps de préparation. Certes, l'impact, la performance, on n'a plus besoin de, je pense que vous avez compris la puissance que ça peut avoir, mais ça prend du temps. Ça prend du temps à préparer, à exécuter. Donc, il faut, si vous souhaitez le faire, bien prioriser votre marketing au global pour pouvoir intégrer ça. Voilà. Magnifique. 1h01, on n'est pas trop mal. Je ne sais pas si on a eu des questions, mais je pense que du coup, on va arrêter le live ici. On va vous laisser aller manger tranquillement aussi parce qu'il se fait l'heure. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, dans tous les cas, on reste disponible. Vous pouvez contacter Juliette ou moi-même sur LinkedIn. On est très souvent connectés, donc voilà. N'hésitez pas. Moi, je vais en plus derrière vous envoyer la ressource dont on vous a parlé et puis le replay de ce live. Et puis, écoute, merci beaucoup Juliette d'avoir animé ce live. Merci à toi pour l'invitation. Toujours un plaisir de parler marketing, ABM dans ce cas présent. C'est clair. Et au plaisir de peut-être travailler avec des participants sur des futures campagnes. Ouais, en tout cas, on espère que ça vous a été utile. Moi, je vous dis à bientôt sur des salons pour un autre live LinkedIn, que sais-je. Et puis bon appétit. À très bientôt. Salut tout le monde.